Merci Cédric. Donc pour aborder le sujet, j'ai eu envie de vous parler de Monsieur F, de repartir de la pratique. Et Monsieur F, c'est un de mes patients. C'est un patient que j'aime bien et que j'ai décidé de vous décrire, mais pour respecter son anonymat, je vous l'ai représenté comme ça parce que c'est vraiment à ça qui me fait penser. C'est un peu Homer Simpson avec des lunettes. Il a 72 ans dans 3 jours, il est marié, il a 2 enfants, il mesure 1,70 m pour 100 kg et il est travailleur d'usine retraité. Comme vous voyez, il a de nombreux antécédents, un diabète de type 2, mais également une hypertension artérielle qu'il a depuis que je le suis. Également une insuffisance rénale chronique qui est apparue en 2015, avec beaucoup de complications, le pauvre, pas mal de lithiase rénale et puis des complications de rétention urinaire. Un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une coxarthrose gauche qui fait qu'à chaque fois il devient un petit peu clopin à ma consultation, également des hernies multi-opérées. Et sa sœur est décédée d'un infarctus du myocarde. Au niveau de son ordonnance, une ordonnance classique que j'ai repris sur son dossier médical, un traitement, donc, comme vous voyez, pour l'hypertension, pour le diabète, également pour des reflux, et également pour une hypertrophie bénigne de prostate et pour la constipation. Ça, c'est une consultation classique, c'est la consultation que j'ai eue il y a à peu près 6 mois, avec donc une tension artérielle à 13,5, 7,5. Pareil récemment avec ma collègue, un pouls à 94, une hémoglobine glyquée à 7,8%, une fonction rénale en effet en insuffisance rénale modérée à 47 ml par minute, et également un cholestérol total somme toute pas si mal, 56 grammes par litre, avec un LDL à 0,72. Au niveau de son suivi, nous avons la chance d'avoir une infirmière azalée qui le suit régulièrement et avec laquelle il est content de venir pour parler de son alimentation, pour parler activité physique. Et à notre niveau, les retours qu'on a, c'est qu'il est très content de ce suivi. Il se plaint jamais. Mais par contre, de notre côté, on identifie qu'il est à très haut risque cardiovasculaire. Et en tant que médecin, parce que nous sommes 2, moi je suis à mi-temps et j'ai mon autre collègue qui la suit avec moi, on se demande que faire pour Monsieur F. Et c'est la question que nous nous posons tous face à ces patients à très haut risque cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et en particulier, quand on a des nouveaux médicaments, là on parle par exemple de la colchicine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que j'ai besoin comme preuve pour pouvoir m'appuyer dessus et pouvoir lui prescrire? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est dangereux? Et encore mieux, est-ce que c'est utile? Pour y répondre, aujourd'hui, nous sommes sur une médecine qui est basée sur les faits, donc la fameuse EBM, qui s'appuie sur ces 3 triptyques, la préférence du patient, donc de Monsieur F, notre expérience clinique, et je dis bien la nôtre, parce que pour le coup, on est plusieurs à suivre Monsieur F, ne serait-ce qu'en médecin, mais également tous les autres professionnels de santé, et également les données de recherche. Et c'est bien des données de recherche dont il est question aujourd'hui. Quelles données scientifiques nous pouvons utiliser pour améliorer notre pratique, et en particulier l'approche pour Monsieur F. Et ce qui est important à souligner, c'est que dans les données de recherche, le raisonnement physiopathologique ne suffit pas forcément pour établir la preuve de l'efficacité d'un traitement, ni même l'absence de sa nocivité. Pour exemple, là, je pars du postulat qui est souvent abordé. Plus l'hémoglobine glyquée pour le diabète est élevée dans une population, plus cette population a une morbimortalité élevée. Ça, on a plusieurs données qui nous permettent de dire aujourd'hui que c'est vrai. Pour autant, plus un médicament diminue l'hémoglobine glyquée, plus la morbimortalité des patients diabétiques diminue. Ça, ce n'est pas forcément le cas. Pour preuve, l'essai, justement, Accord, qui est maintenant assez célèbre, qui a montré justement une majoration de la mortalité chez les patients chez lesquels on avait une approche intensive de baisse de l'hémoglobine glyquée. Également, un autre prérequis pour tester l'efficacité d'un médicament, et on est bien là dans un médicament, pas dans une stratégie thérapeutique ou dans une approche plus complexe, pour l'efficacité d'un médicament, la méthode de référence est l'essai randomisé. Cette méthode permet en effet de contrôler les sources de biais et très particulièrement les biais de confusion
ceux qui sont observables certes, mais aussi ceux dont nous n'avons pas conscience et que nous ne pouvons pas observer. Pour exemple, la vitamine E, on sait que c'est un antioxydant, ça c'est notre a priori de départ, que de facto ça entraîne un effet anti-inflammatoire. On se dit que la diminution de cet effet pourrait diminuer le risque d'athérosclérose, probablement. Mais est-ce que ça diminue les événements cardiovasculaires? Ça, pour cela, pareil, nous devons passer par un essai randomisé. Et nous avons bien vu aussi une autre surprise. Finalement, l'absence d'efficacité pour la prévention de cancer quand on prend de la vitamine E, mais surtout l'augmentation des événements cardiovasculaires, en particulier insuffisance cardiaque. Donc on a des méthodes, après pour nous en pratique, parce que ces données de la science, il faut bien que nous puissions les intégrer à notre pratique. Et donc à partir des recommandations, nous avons une méthode qui nous permet de retirer les preuves de plus haut niveau. Et cette méthode, c'est la méthode GRED, qui a été mise en pratique par l'OMS en 2010 et qui repose sur plusieurs critères, en particulier la détermination du niveau de preuve des études, en tenant compte des qualités de ces études. Ça reprend une synthèse avec des tableaux qu'on appelle des tableaux de preuve, à laquelle s'ajoute l'interprétation qu'en font les experts et la classification des recommandations. Et c'est actuellement la méthode sur laquelle se basent les recommandations de bonnes pratiques cliniques qui sont en cours sur la prise en charge du patient à risque cardiovasculaire en prévention primaire et secondaire, avec un état actuel des connaissances et du niveau de preuve des données qui est effectué avec la méthode GRED, auxquels seront ajoutés les avis d'experts disponibles et identifiés dans une approche qui sera centrée patient et la décision partagée aura également sa place justement dans ces recommandations. Et ce travail sur les recommandations permet en particulier de mettre en évidence les besoins de recherche pour lesquels nous avons besoin en particulier d'essais randomisés et de méthodes de haut niveau de preuve. Et aujourd'hui, c'est le cas de Colcott T2D. Quel est l'intérêt de la colchicine pour notre pratique future? Et il faut bien un essai randomisé pour évaluer cette efficacité auprès de la population diabétique à très haut risque cardiovasculaire en prévention primaire. Je vous remercie.